Hello, bonjour à tous pour ce premier épisode du podcast des explorateurs des sommets. J'ai même pas encore défini le nom vraiment. Pour l'instant, le but, c'est d'inviter des explorateurs dans le business, dans leur vie pro, perso, dans la cuisine, dans le sport, pour comprendre un peu ce qui se passe, les mécanismes qu'ils ont mis en route pour pouvoir dépasser ces limites. Et aujourd'hui, on a deux personnes presque, un qui est parti, il va revenir. On a Stéphane Toureau et on a Eric Prowalski. Je prononce bien Eric? Oui, Prowalski, c'est très bien. Prowalski. Ouais. OK, excellent, avec nous. Je vais, vous passer la balle. Je vais vous proposer de vous présenter. Eric, est-ce que tu veux commencer, nous présenter, qui tu es et ton parcours en quelques minutes? Oui, bien sûr. Alors, Éric Prowalski, chef à l'hôtel Les 13 Hommes, La Rotonde, une étoile au Michelin. Je suis arrivé il y a 15 ans dans la région, tombé amoureux de celle-ci, de très belles rencontres, dont celle de Stéphane et mon parcours, un parcours relativement, classique, lycée hôtelier, différentes grandes maisons, notamment, sur Paris. J'ai travaillé avec Philippe Etchebest et puis, dans une autre vie, j'ai fait un petit peu de sport, handball et judo. Génial, merci beaucoup Eric. Et Merci. toi Stéphane? Alors, ben, moi, je suis un poisson d'eau douce. Je suis un apnéiste, des milieux lacustres. Je suis né à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman et j'ai découvert l'apnée, très jeune avec mes parents parce qu'ils allaient toujours en vacances à la mer. Donc j'ai vraiment découvert ça en Corse et après j'ai importé l'apnée dans la région des lacs, en Haute-Savoie, là où il y avait rien à faire, il y avait tout à faire, tout à construire et en évoluant, en partageant, cette passion qui est l'apnée, dans la région, j'ai évolué en tant qu'athlète, en tant que sportif, pour arriver à un titre de vice-champion du monde en 2016. Puis après qui m'a ouvert les portes évidemment de du haut niveau et puis de la professionnalisation. Et puis l'idée, c'était aussi de pouvoir partager ça, dans mon environnement, au-delà du sport, mais aussi en entreprise, en tant qu'intervenant conférencier et aussi auprès des sportifs de haut niveau, de la région, donc principalement dans le milieu du ski. Hem et puis maintenant, je continue ma carrière de sportif de haut niveau en tant qu'apnéiste. Je suis descendu à La Palme à -121 mètres Je m'étais il y noté. a 2 ans de ça, donc on va essayer d'augmenter, ces performances, prochainement. Voilà. Génial. Alors ma 1re question, je t'ai contacté en premier, Stéphane. Alors les athlètes, c'est assez facile parce qu'on connaît, assez facilement les records, les limites qui poussent. C'est toujours, un peu ça qu'on met en avant. Mais je t'ai dit: c'est qui ton plus 1? Qui est-ce que tu peux inviter? Moi, j'aimerais qu'on soit 3. Et tu m'as dit tout de suite: «Eric, je pense à Eric». Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Bah, déjà, premièrement, c'est un ami. C'est un ami, très proche avec qui on a des atomes crochus, que ce soit sur, la philosophie, l'approche, de nos passions respectives. Moi, je suis issu du milieu de la restauration. Mon père est cuisinier, de base, donc j'ai été un peu baigné dedans aussi quand j'étais plus jeune, pour faire mes 3 francs 6 sous, à l'été et au-delà de ça, on a un partenariat. Moi, j'ai un partenaire commun avec les 13 Hommes, donc l'hôtel, qui est au bord du lac d'Annecy, donc hôtel 4 étoiles et donc on a été mis en relation en 2018, pour développer un partenariat et aussi avec Eric et depuis, ben, on ne s'est plus trop quittés. On se retrouve en vacances, systématiquement, à la Dominique, Tenerife, maintenant là en Égypte, donc peut-être qu'on y reviendra, hein. Hem Mais voilà et puis je pense que l'approche qu'on a, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit, physique dans le travail vraiment concret qu'on met en place, ces liens nous rapprochent et le fait de partager cette passion-là, il y a beaucoup de liens et je pense que les liens, il sait les faire aussi, que ce soit à travers la respiration, le lâcher prise, la gestion émotionnelle, dans le cadre du travail. Excellent. C'est marrant, je viens aussi de la restauration et je pense qu'il Ouais. y a quand même une école du travail, de la discipline qui sert, qui peut être utile aussi dans dépasser ses limites. J'ai regardé vos bios, j'ai fait mes devoirs pour voir aussi ces points communs qui étaient assez flagrants et il y en a un premier. J'ai lu, je crois, sur le site des Trésors, une phrase, Eric: «Tout ce qui était superflu, disparaît des assiettes pour aller à l'essence de chaque produit».
Et puis je me suis dit: «Bah, Stéphane, finalement, l'apnée, c'est revenir à l'essentiel. On enlève même la respiration, c'est un travail de concentration absolue. Chaque mouvement, chaque action, sûrement chaque pensée est millimétrée». Et il y a ce travail de revenir à l'essentiel. Pour les dirigeants, les entrepreneurs, c'est extrêmement important parce que dans le flux de notifications, de requêtes, d'injonctions, de possibilités, faire des choix, c'est essentiel. Alors comment, vous définissez ce travail? Comment, dans vos pratiques respectives, vous allez justement à l'essentiel et vous avez développé cette discipline de retour à l'essentiel? Qui, j'ai l'impression, vous réunit. Alors, déjà, c'est pas vraiment un travail, c'est, surtout une passion. Donc, déjà, c'est déjà plus facile. La limpidité, moi, je l'ai gagnée, suite à la rencontre de Stéphane. J'ai aussi, changé, le fait de le rencontrer, de le côtoyer. Comme il t'avait dit, il est aussi, à part entière à l'Hôtel des Trésors. Il a eu contribué à nous amener, sur de l'introspection et du développement personnel il y a, 7-8 ans. Et moi, ça a changé ma vie, la perception qu'avait Stéphane sur la limpidité, sur l'approche. Et ça m'a ouvert des perspectives que je n'avais même pas, connaissance ou pris conscience. Donc du coup, ça a été une chance et puis, on a perpétué, ça par, beaucoup d'introspection et puis de belles rencontres comme je te disais. Et oui, avec Stéphane, les affinités se sont créées, comme je te disais, la passion, de son sport, puisqu'il m'a aussi initié à l'apnée, hein, par, différentes, reprises. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit, et aller à l'essentiel sur la limpidité, notamment dans mes assiettes et ce que je voulais y raconter. Plus de superflu, uniquement l'essentiel. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, concret sur un plat, sur un menu, sur une recette? Oui, alors totalement, on a un blanc manger, là actuellement, à la carte où j'avais beaucoup d'éléments qui, satellisaient, qui perturbaient ce que je voulais vraiment raconter au plus profond de moi. Aujourd'hui, toutes mes assiettes sont, du vécu, donc beaucoup d'introspection comme j'évoquais. Et du coup, naturellement, j'ai enlevé tout ce qui était en excès. Tout le petit plus, tu sais, on veut toujours ajouter et qui en fin de compte, on oublie l'essence même du plat. Et du coup, celui-ci est vraiment prépondérant, mais aujourd'hui, j'ai facilité à être dans cette limpidité, et ça, c'est, par, des biais, des outils, de la méditation, une autre façon d'aborder l'être humain, le management aussi. Voilà, j'ai tout changé sur la façon de voir la vie et de voir les choses. Et Stéphane a aussi contribué largement à ça. C'est ce qui nous a aussi, je pense, rapprochés naturellement. Ouais, c'est génial d'entendre ça avec, tu vois, d'une manière concrète et par rapport à la cuisine parce que je faisais une masterclass juste avant avec une dizaine de dirigeants et c'est exactement le même sujet. C'est: «Oui, mais je dois quand même faire ça et puis il y a les factures, il y a puis ceci et puis ça serait bien de développer, de mettre à jour le site internet et ça serait bien de faire cela» et finalement, c'est très dur de lâcher tout ça, d'abandonner tout ça pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui va faire une différence. T toi, Stéphane, tu peux nous en dire plus? Parce que pour toi, tu as un retour direct de performance à condition que tu arrives à lâcher ça et à finalement te focaliser sur l'essentiel. Bah, moi, c'est carrément le sujet de mes interventions. Un gros sujet, que je traite, c'est l'efficience, parce que j'étais vraiment dans un manque de un manque de confiance en moi, avant. Et au travail, quand je faisais ne serait-ce que travailler en restauration, c'était une catastrophe puisque j'étais dans la précipitation et pas dans l'efficience. Donc je me laissais pas le temps d'observer et d'optimiser le temps. J'étais capable de faire 10 trajets pour une chose. Et donc ce transfert-là, je peux le faire parce que maintenant je sais qu'est-ce que la restauration, je sais quelles sont les personnes qu'il y a derrière et comment faire pour pouvoir justement gérer ce flux d'hyperactivité mentale, pour pouvoir le recentrer vers de l'essentiel. Et là, pour le coup, on est vraiment dans l'essentiel, c'est, déjà prendre le temps et observer et finalement on gagne du temps. OK. On gagne du temps à prendre du temps et plus on prend de temps et plus on est capable d'anticiper, d'observer et d'éviter qu'il y ait des catastrophes aussi. Hem
et ça va aussi bien dans le travail, dans ce secteur-là, que dans tous les secteurs. C'est une quête de vie, en fait, et c'est la quête introspective. On va dire que être capable d'observer en état de présence le plus possible son environnement nous permet d'être à la fois connecté avec nos valeurs, nos intuitions, notre capacité d'adaptation, et en même temps de voir les erreurs, de voir les petites choses qui nous permettent d'avancer. Et au final, plus on se sature l'esprit d'informations, et malheureusement, plus on s'écarte de notre vrai chemin, puisqu'on va avoir les détails et non pas les choses énormes qui sont en face de nous. Et c'est de revenir vers l'essentiel. Au final, ce qui m'a vraiment com enfin, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé moi dans ma carrière, c'est le travail introspectif. Donc évidemment la pleine conscience, de pouvoir la pratiquer le maximum de temps pour, diminuer cette hyperactivité mentale, et de planifier. Parce que c'est la planification permet le repos. Elle permet, d'anticiper, d'être mieux organisé, de gagner du temps et d'éviter justement cette hyperactivité, mentale. C'est le travers, la difficulté que j'observe aussi, c'est, j'utilise souvent l'image de l'étagère bien organisée. Je me dis: «Ah ouais, super, je vais vraiment bien organiser mon agenda comme une armoire». Et du coup, là, au début, je crée du vide, je fais bien, je mets tout dans des petites boîtes et cetera, et très vite, peut-être parce que certaines injonctions, peut-être par du peur du manque et cetera, j'utilise cet espace vide et je rajoute des trucs, et en fait, j'ai réussi qu'une seule chose, c'est d'avoir encore plus de choses dans cet agenda bien organisé. Et tu vois, je trouve qu'il y a aussi finalement, dans ce que vous dites, c'est à la fois organiser, mais aussi accepter ce silence, en apnée, évidemment, et ce silence et ce vide, et finalement dans l'assiette, il y a, tu me dis, et si je suis complètement à côté de la plaque, mais il y a moins de choses, mais c'est parce qu'il y a moins de choses qu'on va pouvoir sublimer ce qu'il y a vraiment. Et du coup, c'est beaucoup plus limpide, donc pas de rumination, pas de mentalisation, juste, du concret, ce que l'on a envie de raconter, et si on enlève tout ça, et beh, du coup, notre intuition, et beh, est débordante, et c'est vrai que de suivre son intuition, beh, c'est pas naturel, et je pense que l'essentiel, il est vraiment là. Pour avoir de l'intuition, c'est éviter les ruminations, les mentalisations, et puis faire confiance aussi, se faire confiance. Comme disait Stéphane, on a tous, une petite part de manque de confiance en soi. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous a appris dans la société actuelle, mais c'est retrouver vraiment, cette, aisance, cette confiance par, justement plus de la lucidité et l'organisationnel. J'ai gagné en organisation, et du coup, ça en découle, sur ma vie perso, mais aussi sur ma vie professionnelle pour mes collaborateurs. C'est rassurant pour eux. Il y a une ligne directrice, et tout ça, c'est parce que, j'ai enlevé les charges mentales inutiles. Excellent. Tu as parlé de règles et de façons de faire, qui viennent de l'extérieur, de la société. Évidemment, tous les 2, vous avez cassé certaines règles, vous avez cassé certains, systèmes. Moi, j'aimerais savoir, à quel moment vous avez capté que certaines règles que vous avez apprises, que vous aviez créées, ou enregistrées n'étaient plus, OK, n'étaient plus utiles pour atteindre vos objectifs? Est-ce qu'il y a un moment, un déclic vous avez eu cette compréhension et vous avez pu du coup dépasser ces règles et dépasser ces limites? Bah, clairement, moi perso, en tout cas, ça a été la rencontre. C'était une rencontre d'un préparateur mental. Alors même si j'avais déjà ouvert un bouquin qui cassait les codes, déjà ça m'avait fait prendre conscience de certaines choses, mais le fait qu'un préparateur mental qui, lui, travaille avec des dizaines et des dizaines d'athlètes de haut niveau qui me disent: «Bah non, en fait, c'est juste ton état d'esprit qui va faire ce que tu vas devenir et où tu vas aller. C'est à toi de le définir». Et moi, j'étais plus en mode passif, et donc au final, me rendre compte qu'on a les clés en main et puis qu'on peut être actif à 100, ben, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Me dire: «Mais en fait, on peut le faire par nous-mêmes, quoi». Et donc ça a été la première porte, et la deuxième porte a été justement de désactiver certaines choses, dont ces injonctions de la société qui nous poussent à avoir une hyperactivité. Surtout que dans l'apnée, on n'a pas le choix. Quand on fait une performance, quand on s'engage sur une plongée, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc évidemment qu'on doit être dans l'état de présence, et c'est cet état de présence qui fait que on est dans l'économie de l'oxygène, parce que le moindre mouvement en plus crée une consommation d'oxygène. Donc on doit être extrêmement recentré sur son corps et non plus sur, plein d'informations extérieures.
et aussi pour gérer, le stress en compétition parce qu'il y a des stress de service. Mais, moi, pour le coup, c'est des stress de compétitif. Des fois, tu as une échéance, tu as un seul essai sur une plongée, tu as les médias autour, tu as, les juges, tu as, des dizaines de plongeurs, de haut niveau qui se retrouvent. Donc les pressions peuvent être importantes le jour J et arriver à se détacher pour être pleinement présent, c'est pas facile. C'est vraiment un exercice, très très intense et heu et je pense que le fait enfin de pouvoir avoir le pouvoir dessus, moi, c'est ça qui m'a permis d'avancer rapide. Excellent, merci beaucoup. Et toi, Eric? Eh bien, moi, j'étais pas forcément heureux et épanoui, dans ma vie au quotidien, professionnellement ou personnellement. Du coup, beh, je me suis dit: «Quel est l'outil qui me permettrait de pouvoir assumer, ce qui nous entoure?» En étant très dans l'émotion et très émotif, et beh, j'ai rencontré des belles personnes, dont Stéphane, mais aussi des préparateurs mentaux puisqu'on a le même préparateur, un des préparateurs mentaux, et je suis à mon avis un des rares cuisiniers qui a pris conscience de ça. J'ai eu beaucoup de chance, et depuis 2019 et beh, quotidiennement, j'ai mis des choses en place dans ma vie de tous les jours, mon alimentation, par de la méditation, par de l'introspection, par un préparateur mental qui me suit au quotidien, un coach culinaire qui m'a permis de vivre la vie que je devais vivre, et ça a vraiment été une chance, et c'est vrai que du coup nos chemins sont assez en parallèle avec Stéphane, ouais. Ouais, c'est excellent, c'est parce que, tu vois, j'ai fait une partie de ma carrière aux États-Unis et je vois un vraiment contraste avec la France où, s'entourer comme ça, c'est encore, pour les entrepreneurs, les dirigeants, un peu plus pour les athlètes, mais pour les dirigeants, les entrepreneurs, pas du tout en réflexe, voire tabou. Oui. Alors qu'aux États-Unis, on commence beaucoup plus en suivant l'élan des sportifs, à le faire et finalement, ça a beaucoup de sens. Tu peux pas de toute façon être expert de partout et donc ton sommeil, ta récupération, ta diète, ta stratégie commerciale et cetera, c'est en s'entourant, en s'ouvrant ses points de vue, son champ de vision, qu'on va pouvoir amener ces nouvelles méthodes, ces nouvelles stratégies dans son champ de vision, dans sa culture et pouvoir avoir des résultats du coup, différents. Et ce qui est, je trouve extrêmement intéressant dans vos 2 parcours et dans vos réponses, c'est qu'il y a cette notion de silence, d'essentiel et en même temps de performance, qui est presque devenue, galvaudée, je trouve, à coup de dev perso aussi. C'est que la performance, ça se combine avec ça. Ça va être un résultat, un symptôme justement de ce silence, de ce recueillement, de cette prise de recul, de cette réflexion, de cette, introspection et finalement ça fait partie de tout ça. Au final, il y a une assiette de qualité à livrer, il y a un client à livrer, il y a un moment à une compétition à livrer aussi finalement, une certaine performance à livrer et on voit que les 2 vont complètement de pair et se nourrissent. Ça vous parle cette notion de performance? Comment vous le vivez au quotidien, ce gros mot de la performance de plus en plus en France, je trouve? Heu, Vas-y, Steph. Moi, la performance, ça a toujours été, un gros sujet parce que j'ai été assez sensible. J'étais très attaché à la performance et attaché à la performance. Qui m'a coûté, beaucoup d'erreurs, énormément de stress en compétition, des syncopes, parce que justement j'arrivais pas à gérer mes émotions en compétition et donc j'avais des grosses variabilités entre ce que je faisais à l'entraînement et ce que je faisais en compétition et au final, le fait d'arriver à se dire, que mon objectif il est introspectif en premier lieu, c'est comment j'ai envie d'évoluer moi avec ma personne, mon âme, hem, en tant qu'humain et le fait d'avoir cet objectif-là me détache un petit peu de l'objectif de performance, du chiffre et donc au final, la performance devient réellement une conséquence. Une conséquence, ouais. Voilà et c'est tout le travail qui a fourni en amont qui va faire que, je serai dans le lâcher prise et dans le plaisir, au moment T et en tout cas, je fonctionne comme ça et c'est ce qui m'a permis de faire des très beaux résultats et qui continue de m'animer, tous les jours et c'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions après 20 ans de compétition en compétition, enfin 20 ans d'entraînement sérieux en apnée compétitif.
Comment j'arrive à toujours être aussi passionné de mon sport et à continuer à m'entraîner aussi dur? Et parce que justement, je prends plaisir à avoir cette double évolution, à la fois en tant qu'apnéiste, mais aussi en tant qu'humain. Merci. Eric? Eh beh, oui, tu disais performance, c'est un peu ça, en fait. On a 2 matchs, par jour, 2 services, qu'on ne peut pas se permettre de perdre et avant, j'étais très axé sur ce mot performance. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait vibrer, c'est, plutôt l'accompagnement, de mes collaborateurs pour arriver justement à une satisfaction qui est réelle et palpable vis-à-vis des clients. Donc mon leitmotiv aujourd'hui, c'est plus du tout, la performance, on doit gagner le match, enfin, tu vois? C'est très agressif, là Guerrier, ouais. ouais, totalement. Aujourd'hui, moi, c'est comment je peux accompagner au mieux mes collaborateurs pour justement assumer ce résultant et ce résultat qui est la satisfaction, totale de la clientèle. Bah, ça a été passé par un travail personnel puisque, beh, c'est ce qu'on diffuse, nous, qui va permettre de les faire grandir. Donc mon leitmotiv aujourd'hui, c'est pas, gagner les matchs, le client. Non, c'est mes équipes, mon équipe, comment je vais la mener, justement par qui je suis et comment je les manage. Donc posément, calmement, par de l'organisation qui va nous faire gagner en performance et en résultat. En en conséquence finalement et à travers le plaisir aussi. Et oui et du coup, c'est plus le leitmotiv premier, c'est plus, voilà la perf. Non, non, ça devient le résultat de tout ce que l'on a mis en place avec eux, justement pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient sereins et du coup, on n'est plus du tout dans la mentalisation de ce qui va pouvoir se passer ou d'être dans l'exécutif ou subir ce service-là. Tu sais, on a que 1 h 30, 1 h 45 pour satisfaire 30 couverts et beh, du coup, non, c'est plus ça le leitmotiv. C'est comment on va le faire en étant dans la bienveillance, l'accompagnement et puis justement, beh, c'est grâce à eux que, beh, derrière, on a cette étoile-là. On parle souvent du chef, moi je travaille aussi en équipe. Sans eux, beh, voilà, je suis pas grand-chose. Donc j'ai plutôt optimisé sur eux. Tu vois, avant je me considérais comme, le capitaine. Aujourd'hui, je me considère comme un entraîneur et ça change totalement tout. Ah, c'est hyper intéressant. Je parle souvent avec mes clients des archétypes de Jung et du guerrier qui est aussi utile, ça peut être utile, mais de manière très ponctuelle et puis souvent en début de carrière, on a cette énergie, ce feu, du guerrier, on y va, on avance, on fait des heures, on se donne, en cuisine évidemment, mais de partout dans le sport et puis petit à petit, peut-être faire plus de place à l'explorateur qui est moins attaché à découvrir le trésor, la pyramide ou à conquérir, le sommet, mais plutôt de se poser la question, tu l'as dit, du comment. Comment de quelle manière j'ai envie de le faire pour prendre du plaisir, pour y arriver aussi, pour être performant dans la manière, d'exécuter et en même temps, nourrir cette curiosité presque d'enfant de, «Tiens, et si on jouait à? Et si on faisait comme ça pour voir? Et si on enlevait? Et si on testait autrement?» et finalement, de prendre du plaisir dans ce jeu-là, au quotidien et dans le moment présent, au fur et à mesure, plutôt que quand j'arriverai à cet endroit-là je serai heureux et finalement ça va durer 2 secondes 50 parce que, derrière je vais mettre un autre sommet, quoi. C'est le chemin, comment on arrive, qui était le plus important. C'est, voilà et comme tu dis, quand on est plus jeune et bien, on veut déjà avoir ce point-là, ce résultant, alors que, beh, oui, la sagesse, la maturité, la prise de hauteur, les choses qu'on en a mis en place et les belles personnes que tu rencontres parce qu'il y a pas non plus de hasard. Tout est écrit et tout est bien aligné et voilà, ça nous fait grandir et on diffuse, Estelle dans le sport et puis moi dans la cuisine. Donc Alors je trouve que ah pardon, vas-y Stéphane. Non, mais je rebondis sur ce que disait Eric, en fait, et ce que tu disais. Hem, En plus, clairement, je crois le sport où on doit être le plus détaché du résultat. Or, c'est un non-sens puisque, le chiffre est tout le temps présent. Que ce soit même à l'entraînement, on est obligé d'annoncer quelque chose puisque on peut pas mettre une ligne ouverte comme ça, c'est beaucoup plus stressant pour le coup. On est obligé d'annoncer quelque chose pour que la ligne soit réglée à la profondeur, donc ce chiffre-là, il est tout le temps et comment s'en détacher? Bah, c'est justement, de trouver des objectifs qui soient, différents que le chiffre et dans l'apnée compétitive, clairement, moi, je le vois en 20 ans de compétition,
tous ceux qui ont un détachement, ont une avance beaucoup plus importante. Après, on peut être attaché par le chiffre, mais au final, on fait aussi, beaucoup de crash. On se blesse, on se fait mal. Les jeunes, veulent progresser, du coup, ils se font mal aux poumons, ils font des syncopes et au final, moi, je dis souvent, ceux qui vont loin sont ceux qui commencent déjà, assez tôt, mais qui vont aussi amener très progressivement, une marge de sécurité importante. Parce qu'en fait, c'est la confiance que l'on va construire qui va faire le résultat. Et clairement en apnée, c'est indispensable et moi je l'ai vu parce que j'étais un peu bourrin, j'étais un peu, justement à la recherche de cette performance et je me suis pris beaucoup de claques, avant de pouvoir le comprendre et de le mettre en place. Donc ça m'a mis du temps avant d'avoir cette maturité-là, et de se détacher de ça. Et si je prends un exemple, par exemple, que je respecte toujours pour ce travail-là, c'est Arnaud Gérald qui, est arrivé, il avait 20 ans, c'était un des meilleurs Français qui a plusieurs records du monde maintenant en apnée. Et il a progressé, il m'a dépassé récemment et je disais souvent: «C'est un vieux dans un corps de jeune». Parce qu'il avait cette maturité-là de se dire: «Oh non, non, je pousse pas trop, je me freine un peu». Alors même si évidemment, on n'est pas tous parfaits, il a fait des écarts, mais de manière générale, il a toujours progressé de manière linéaire et toujours constante parce qu'il y a eu ce truc-là et de jouer cette marge de sécurité quand on est sur un championnat du monde, c'est ultra frustrant. C'est très difficile de se dire: «Bah, j'avance un peu moins» pour être sûr d'être en confiance et de positionner. Mais au final, comme les autres ont tendance à se pousser, bah, le résultat fait que, bah, on commence à monter les places et on se retrouve dans le top 3 ou même champion parce que, on a validé la performance et les autres l'ont pas fait. Et donc au final, c'est comme ça que le résultat se fait. Il faut juste être en confiance et en confiance du futur. Génial, ça commence à répondre à ma prochaine question. J'allais vous poser, c'est, quelle est l'habitude contre-intuitive que, vous avez développée et qui, fait la différence dans votre performance aujourd'hui? Et donc là, Stéphane, j'entends finalement de pas griller les étapes, peut-être, 80. Tu parlais de marge de sécurité, mais d'être, du coup, à chaque, entraînement en sécurité avec de la marge et d'être plus, une approche plus, linéaire. Toi, Eric, ça serait quoi ton habitude, contre-intuitive? C'est, faire confiance aux équipes totalement. Comme enfin, tu disais, on est seul, aux commandes. Moi, j'ai appris justement à faire confiance à mes équipes et à lâcher prise et à les faire grandir. Plus tu leur fais confiance, plus bien sûr qu'il y a des erreurs de fait, mais ces erreurs-là, c'est eux qui les font et du coup, c'est beaucoup plus apprenant que quand ils sont dirigés, tu sais, tu vas à droite et ils savent pas pourquoi ils y vont. Là, ils vont tester par eux-mêmes à droite, à gauche, au milieu. Et puis, du coup, ça marche et des fois, ça marche moins bien. Et là, pour moi, ça a été d'accepter et d'accompagner justement et de leur expliquer le pourquoi ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas marché. Alors, on a l'impression qu'on pourrait se dire on prend des risques, mais pas du tout. Tu prends zéro risque parce que de toute façon, l'erreur est humaine et moi, j'en fais. Et heureusement d'ailleurs, sauf que c'est plus intuitif et c'est pour eux plus apprenant que ça soit eux qui fassent leurs propres erreurs et moi je suis là derrière pour les accompagner, les soutenir. Chose que je faisais absolument pas au préalable. Mmh. J'ai l'impression, et tu me dis si je comprends bien, mais tous les 2, que finalement c'est un troc des petites erreurs, et de la marge de sécurité et de faire des pas et des petites explorations et accepter ces petites erreurs et ces petites explorations et ces petits écarts au profit d'un plus grand épanouissement ou d'une plus grande réussite ou d'une plus grande performance sur un temps plus long. Est-ce que c'est ça aussi que vous communiquez? Alors, oui, totalement, hein, enfin le chemin de vie, hein, on a le temps, on a toute notre vie, pour justement accomplir, nos rêves les plus fous, ceux qui nous parlent le plus ou ceux qui sont le plus vibratoires. Quand tu es plus jeune tu as l'impression qu'il y a tu comme un hamster dans la roulotte, tu sais, tu cours et tu arrives pas à justement t'élever. Aujourd'hui, moi enfin personnellement, j'ai le temps, et je prends le temps de faire les choses, naturellement. Il y a plus de deadline, il y a juste un chemin pour, pouvoir arriver à ce que l'on a envie. Du coup, il y a plus de pression. Voilà, on sait que notre chemin de vie, il est là, et du coup, moi, ça m'a beaucoup gagné en sérénité. Là, pour le coup, la différence, c'est que les sportifs, ils n'ont pas trop de temps non plus.
Même si dans l'apnée, pour le coup, c'est une chance qu'on a, c'est un sport qui est porté sur des rythmes, lents. Donc on n'a pas, les contraintes d'autres sports cardio ou de haute intensité. Ce qui fait que les métabolismes lents sont privilégiés. Mais en même temps, il y a le corps aussi qui vieillit, donc il peut pas encaisser de la même manière. Donc après, c'est juste une question d'adaptation. Mais c'est intéressant parce que ça on en revient toujours à ça, c'est que finalement, le fait de ralentir, mais de le faire bien, dans tous les cas, on progresse plus. Donc au final, si je reprends l'exemple, tout à l'heure, je parlais de Gérald, ou de moi. Heu, Finalement, les progressions les plus importantes qu'on a, elles sont liées à la au fait d'avoir mis suffisamment cette marge et d'avoir construit cette confiance et au final, on va plus vite. On progresse plus, que si on donnait tout à fond et donc c'est ça la philosophie, c'est qu'au final, le lièvre et la tortue, clairement, on est dans cette philosophie et cette approche-là. La tortue, elle ira toujours plus loin, évidemment. Ouais, slow is fast. En parapente, on voit dans les statistiques, je fais beaucoup de parapente, des élèves qui arrêtent. En fait, ils se donnent à fond, à fond, à fond et puis du coup, ils vont aller à un endroit où il y a plus de marge, ils vont se prendre une cravate, il y a un événement en l'air qui est trop finalement et ils arrêtent et donc on voit en vente sur Le Bon Coin des packs de débutants et cetera. Alors, ils ont fait la partie la plus dure, l'apprentissage, tout ça, enfin la plus dure, mais derrière, avec l'excitation d'aller trop vite et de sortir trop vite dans des conditions un peu trop fortes, bah, finalement, j'arrête et donc bah, je peux pas ralentir plus ma progression qu'arrêter complètement la pratique. Bah, là, tu clairement, c'est un sujet dans l'apnée, c'est un vrai, vrai sujet dans l'apnée parce que c'est un sport qui touche, bah, vraiment le système nerveux et clairement, ça, c'est très fréquent. Nous, on a beaucoup ce que j'appelle des étoiles filantes. C'est à fond, pleine balle, ils progressent, ils arrivent au meilleur niveau mondial et puis après ils disparaissent parce que nerveusement, ils ont pété, ils ont plus goût. Surtout dans la piscine, parce que la compétition piscine, donc c'est tout ce qui est distance horizontale, c'est très dur mentalement, l'envie de respirer est très forte aussi, donc on a une énorme gage de motivation, puis après un contre-coup, donc arriver à perdurer, ça se cultive et c'est pas donné à tout le monde et ça on s'en aperçoit depuis quelques années, ouais. Et chez les entrepreneurs, c'est pareil. Moi, je suis passé par là aussi. On se donne à fond, 5 ans, 10 ans, ça commence à tirer et puis explosion en vol et finalement les dommages, c'est ce dont tu parles et maintenant on le voit avec des études sur le burn-out, les dommages, tu reviens jamais à ces capacités que tu avais avant finalement. C'est fini quoi. Il y a une cicatrice qui fait que, tu pourras plus de toute façon mécaniquement aller à ce 100 ou 110. Et donc c'est d'autant plus essentiel de se ménager dès le début et ça va à l'envers de une grande partie de notre culture, hein, d'aller très fort, très vite, start-up nation, et cetera. Excellent. Le fameux équilibre, vie pro, vie perso, qui est primordial justement si on veut durer et perdurer. Ça, on nous l'a pas forcément appris puisque, beh, il faut être dans la rentabilité, les objectifs concrets. Moi, je freine et je ralentis, mes collaborateurs. Je l'ai fait pour moi, justement par rapport à des temps de pause, des temps de silence, 5 jours de travail, 2 jours de temps de silence me concernant et ça me permet et c'est ce que je fais pour les collaborateurs et du coup, tu gagnes, mais tu gagnes en sérénité, en plénitude et du coup, les gens n'arrêtent pas forcément ce métier-là. Tu sais, c'est un métier qui est difficile, qui est dur par les horaires, par, beh, c'est justement les 2 matchs, par jour, par leurs ambitions, qui voient que des fois, beh, c'est tellement dur. Ben non. Moi, je leur dis: «Écoutez, non, hop là, cet après-midi, vous allez couper. Vous allez à la piscine, vous allez à la plage, enfin, vous vous posez» l'heure de pause pour le repas. Enfin, tout ça, c'est ce qui nous permet justement de perdurer ce chemin et d'arriver à une performance qui correspond ou pas à nos envies, puis nos fameux rêves surtout. Ouais, ouais, excellent. Heu, pour, les dirigeants, les entrepreneurs qui vont nous écouter, moi, j'aimerais avoir votre petit hack, votre petite, astuce pour faire justement le tri entre, l'essentiel et le superflu. Parce que c'est pas si simple. Bon là, il fait beau, grand ciel bleu au-dessus d'Annecy, on peut voir, mais de temps en temps, il y a des tempêtes aussi. De temps en temps, il y a, l'Urssaf qui nous envoie un document qu'on n'avait pas prévu. De temps en temps, il y a,
un collaborateur qui peut-être se blesse ou qui est pas disponible. De temps en temps, il y a un fournisseur qui, nous envoie du matériel ou de la matière première de mauvaise qualité. Il se passe des choses, c'est la vie, c'est la beauté de la vie aussi, il se passe des choses et dans ces moments-là de difficulté, de crise, de tempête, comment je fais le tri? Parce que c'est là que tout se joue finalement. Alors déjà, dans l'acceptation. Voilà, tu acceptes ce qui t'arrive, voilà, c'est comme ça, c'est là. Puis tu as le fameux la fameuse résilience qui est, naturelle, qui est, voilà, propre à chacun. Et une fois que tu as déjà ces 2 paramètres qui sont, beh, j'accepte ce qui vient d'arriver, je prends de la hauteur et je suis dans la résilience et du coup, ça te permet de rebondir et d'être optimiste et de trouver les solutions naturelles et naturellement. Et du coup, tout est plus simple. Il y a plus rien de grave, tout est dans l'acceptation et de la façon dont tu le reçois. Et à partir de là, beh, pour moi, de ma fenêtre, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est une, parce que quand on se dit ça, je dis: «Oui, mais accepter comment?» Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on en revient encore à l'état de présence. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où on est dans un état de présence, on se reconnecte à l'instant. Donc ce qui nous arrive et ce qui nous perçoit, on n'a pas la main dessus, on ne peut pas modifier, c'est présent. Donc il y a juste que l'application ou l'adaptation. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas refaire le passé, on n'a pas de machine à remonter le temps, donc au final, de ressasser quelque chose d'antérieur n'a aucun impact, aucun effet. Donc la seule solution, c'est d'être en état de présence et plus notre état de présence est entraîné, dans la vie de tous les jours, plus on va être capable d'encaisser et d'accepter en fait et de s'adapter, surtout trouver des solutions et comment trouver les solutions? Et ben, dans l'adaptation et l'adaptation là, par l'état de présence. Donc en fait, c'est d'entraîner son esprit à être en état de présence. Or, toute notre société nous pousse à faire l'inverse avec, les téléphones, les sursollicitations, le temps qu'on passe en mailing, on regarde énormément de séries, de télé pour beaucoup et donc on n'entraîne plus notre état de présence. Avant, on était connecté beaucoup plus à la nature, on allait, faire de la marche, on n'avait pas de téléphone qui nous dérangeait, on était juste en état de présence. On était habitué à méditer quelque part inconsciemment. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé de méditer pour compenser cette hyperactivité numérique. Mais en fait, la réalité, c'est on a une dégradation de notre état de présence par ces systèmes-là. Donc comment faire? Bah, c'est de remettre de la lecture, c'est, revenir vers de la marche en nature, consciente, si possible en conscience, de conduire en conscience, de faire la cuisine en conscience, de manger en conscience. Ça doit être une culture et après même si, on me dit: «Ouais, mais les pensées, c'est bien aussi». Je dis: «Oui, les pensées, elles sont bien, elles peuvent être constructives, mais on passe trop de temps à penser». La plupart du temps, on est à 98 pensées, 98 du temps à penser et 2 à être dans l'action et donc en fait, ça, c'est inutile. Donc il faut passer plus de temps à être présent et surtout observer ses pensées, juste être observateur et de pas les juger, de dire: «OK, bah, je pense ça, mais ça m'appartient pas». Il faut pas, s'approprier, les pensées négatives. Elles font partie du chemin et elles sont là et il faut juste ramener. Voilà, on ramène comme un enfant, on ramène notre état d'esprit à l'état de présence. Et j'adore ce que tu disais sur le fait d'utiliser finalement au lieu de rajouter une contrainte: «Allez, je vais méditer 1 heure par jour», finalement d'utiliser ce qu'on fait déjà, hein. C'est comment, je fais la vaisselle, en étant, complètement conscient de la température de l'eau, en étant conscient de ce que je suis en train de faire et pas en étant en train de voyager à 10 000 kilomètres de là ou en conduisant ou en ayant une conversation ou en mangeant, évidemment. Et du coup, sans rajouter encore, on parlait de l'étagère tout à l'heure, sur l'étagère, ah mais il faut que en plus de mon entraînement Et physique en plus, c'est un exercice extrêmement difficile. Je ne conseille pas à des gens qui ne font jamais de méditation de faire de la méditation statique, sauf en stage parce que, bah, du coup, on est pris dans le mood donc on le fait. Mais clairement, si je dois conseiller quelqu'un à intégrer la pleine conscience, c'est pas par la méditation statique. La méditation statique, c'est l'exercice le plus dur. C'est comme si moi je disais à quelqu'un qui débute l'apnée: «Tiens, mets la monopale, mais nage». Si le gars, il sait pas onduler, il a jamais nagé, la palme, on va pas aller bien loin, hein, et lui avec.
Donc il faut un minimum de logique. On commence par des petites palmes à douces, tranquilles. L'exercice, on peut le faire en marchant dans la nature, hein, c'est déjà pas mal. Et puis après, progressivement, on l'incorpore dans des périodes plus difficiles. Par exemple, en voiture. En voiture, c'est déjà un niveau, élevé. Arriver sur la pleine conscience en voiture quand, ça devient quelque chose d'automatique. Et après, il y a l'état de la méditation pratique. Là, quand on commence à rentrer dans la méditation, pratique pure, heu, c'est qu'on veut chercher une nouvelle étape, d'état de conscience pour gérer d'autres choses. Par exemple, si on a des responsabilités ou autre. Complètement. Ça a été quoi pour vous l'habitude que vous avez mis en place qui vous a permis de, développer le plus cet état de conscience? On parle souvent d'habitude plutôt que d'effets ponctuels, hein. Je sais pas, je prends souvent l'exemple de, tu peux aller, 2 fois chez le dentiste par an versus une fois, ça va pas changer grand-chose. Par contre, si tu te brosses les dents tous les jours au lieu d'une fois par semaine, ça va beaucoup changer de choses, tu vois? Donc ça serait quoi la petite habitude que vous avez mis en place peut-être au début, je ne sais pas si c'est un début, mais de ce chemin, de ce parcours et qui a fait le plus de différence? Lui, je sais pas si c'est un bon exemple parce que lui, il a appliqué la méditation, il l'a fait et tous les jours. C'est rare, c'est rare. Alors moi, j'ai tout changé. Mais quand je te dis tout changé, souvent c'est très rigolo, c'est la petite anecdote, j'ai changé la place de mes chaussettes, de mes caleçons, de mes chaussures, la brosse à dents, le savon, j'ai tout changé à la maison, les assiettes et du coup forcément, eh beh, ça m'a permis d'optimiser ma pleine conscience parce que quand tu changes tout, bah, tu sais plus où sont les choses si tu es pas dedans et du coup ça m'a permis, beh, en plus par le biais de oui, j'ai, pendant quelques années, j'ai médité tous les jours. Et ça a été, voilà, pour moi, un outil, mais comme disait Stéphane, c'est vraiment propre à chacun. Mais le fait de tout changer, mais vraiment tout et beh, ça m'a permis, beh, d'être, réellement au moment présent et qui pouvais plus du tout, mentaliser ou ruminer ou envisager ce qui allait se passer et ça a été vraiment alors tout le monde en rigole quand je parle de ça, mais ça a été la réalité. Mes enfants, tu vois, ils ont halluciné, bon voilà, les personnes qui sont proches de moi, ils ont halluciné parce que du jour au lendemain, il y avait plus rien qui ressemblait, au bon endroit à la maison et ça m'a permis, moi, ça a été un outil, ça a été ma façon qui est propre à moi, mais ça m'a permis, beh, de prendre conscience réellement du temps qui passe et puis, beh, du coup, beh, tout s'estomper puisque, beh, il fallait que je retrouve mes marques et ça a duré un petit moment avant de retrouver tes marques, hein, parce que, beh, tu as ton conscient qui est là et qui va te dire: «Ben non, les chaussettes, elles sont là». Ben non, elles sont pas plus là, elles sont là, Eric. Donc du coup, beh, automatiquement pour la douche, tu vois, j'ai changé mes heures de douche, enfin j'ai mes heures de repas, j'ai arrêté de regarder la télé, je me suis mis à lire, enfin et tout ça a fait que, beh, naturellement, beh, ta vie elle change, puisque tu as changé toutes les choses. C'est hyper intéressant. Est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on fait quand on part en voyage ou, en vacances où tout est nouveau et donc on est dans la découverte? On parlait tout à l'heure d'explorateur, de curiosité. Tout est nouveau, je découvre tout à tout moment, qui est cet état un peu de pleine conscience. Je découvre, je prends ce qui se passe pour ce qui est, et finalement cet émerveillement un peu, en permanence et cette découverte de ce qui se passe, ça me permet d'éviter et c'est ce que j'entendais, aussi tout à l'heure, c'est d'actionner tout de suite un comportement automatique qui finalement me sert plus. Ce truc automatique de j'arrive, je sais pas, en service et on crie et on y va à fond ou ce comportement automatique de, je me stresse parce que ça me met en énergie. Finalement, je l'abandonne parce que tout a changé et donc je me donne la permission d'accéder à des nouveaux comportements. J'ai l'impression qu'il y a ce truc de comportement automatique à faire dérailler finalement. Ouais, ouais, bah, après en voyage, moi je voyage pas mal donc oui en effet, il y a ce truc-là. Moi perso, je vais plus maintenant enfin ça c'est assez récent mais j'ai commencé vraiment à analyser, à observer en fait quand je suis en échange avec les gens. En échange avec les gens d'observer les regards, d'observer les mouvements, d'observer les gens, d'être beaucoup plus attentif à la conversation, aux tonalités. Mmh. Et en plus, socialement, c'est un vrai exercice. C'est un vrai exercice de communication qu'on pourrait développer chez les RH, par exemple. Hem, Ça, c'est un outil extrêmement puissant parce qu'on est capable aussi de voir les intentions, les pensées, de ressentir ce que la personne vraiment, pourquoi elle est là. Est-ce qu'au niveau business et professionnel, je trouve que c'est super intéressant. Moi, j'étais complètement déconnecté de ça et un peu naïf du coup, mais avec cet outil-là, c'est un plus et donc je pense pour travailler la pleine conscience, d'observer l'humain
Même quand on se balade dans la rue, de regarder les gens. Déjà, c'est un exercice de pleine conscience qui est super intéressant et puis après en deuxième, qui m'a été assez facile à mettre en place sans être obligé de méditer tous les jours, c'est juste de lire. De lire le soir avant de se coucher. En plus, ça aide à dormir, ça coupe le téléphone et ça permet de reconnecter un petit peu à la lecture parce que des fois, on va oublier ce qu'on a lu, sur le chapitre précédent. Donc c'est juste d'habituer son esprit à être en conscience lors de la lecture. Ah génial. Ah merci pour les tips. J'ai une dernière question. Hem, Quel serait le conseil que vous donneriez à votre version d'il y a 10 ans pour, je ne sais pas si c'est accélérer, je ne sais pas si c'est une notion de performance, mais, ça serait quoi la petite tape dans le dos et le petit conseil que vous laisseriez échapper à vous d'il y a 10 ans? Heu, Moi perso, c'est, l'intuition. Écouter sa petite voix intérieure. On en a tous une, on l'entend tous, on l'a tous entendue, sauf que, on n'en tient pas rigueur. L'exemple, c'est quand on est gamin, on savait bien que c'était une bêtise. Parce qu'on le ressentait au plus profond de nous, mais on le faisait quand même. Donc certes, ça crée des expériences et ça nous fait grandir, mais la réalité, c'est que, on nous apprend plus à écouter cette petite voix. On l'a tous et moi, je me conseillerais, de l'avoir écouté davantage. Alors aujourd'hui, bien évidemment, j'optimise ça et je suis réellement, voilà, dans l'intuition et dans le ressenti intérieur et c'est ça qui est dur aussi parce que l'intuition, il y a le mental et il faut trier entre l'intuition et le mental. Mais ça, c'est avec la sagesse, par différents outils, mais c'est ça que je dirais aux petits garçons ou au jeune homme que j'étais, «Écoute ta petite voix». Ah génial, merci et toi Stéphane? Bah, moi, c'est à peu près pareil, mais version présence parce que, moi, j'ai des troubles de l'attention donc je dirais fais confiance en ton état de présence. C'est plus ça, parce que l'état de présence, on se rend pas compte que vraiment en se concentrant dessus, on développe sa vie professionnelle de manière complètement différente. Les opportunités professionnelles, les plus grandes opportunités professionnelles, je les ai eues quand je les développais. Donc des fois, il suffit de pas grand-chose. C'est juste d'être à l'écoute des gens, d'être beaucoup plus, proche des gens et ça demande d'être dans un état de présence et indirectement l'intuition, puisque au final, c'est dans cet état-là qu'on écoute son intuition Et et écoute, l'intuition est une résultante pour moi et c'est de cultiver ça, en fait, tous les jours et de s'y accrocher puisque c'est vraiment, à mon sens, le cœur de tout le reste et après tout suit. génial, ouais, j'entends finalement l'écoute de ce qui se passe dedans, l'écoute de ce qui se passe dehors aussi Et et de son corps, ouais, ouais. ouais, Écouter son esprit et son corps pour, l'intuition, parce qu'en fait, l'intuition, c'est s'écouter, écouter son ressenti, ouais. génial. J'entends les plats qui s'activent derrière. C'est bientôt le service, Eric. Oui, Eric, pardon? oui, tout à fait, oui, oui, c'est ça, ça tu un petit peu du mouvement, au-devant de la salle. Ça se met en action. Comment on vous retrouve, Eric? C'est, au Trésor, mais on te retrouve, là-bas, vous êtes ouvert comment? Quand est-ce qu'on peut venir, ça se passe comment? Alors, l'hôtel est ouvert, 7 jours sur 7, et à l'année et la Rotonde, c'est le restaurant gastronomique étoilé, c'est ouvert lui du mardi au samedi, midi et soir. Donc je serais ravi de vous accueillir et de vous faire découvrir, notre univers et puis justement, voilà, évoquer tout ce qu'on vient de se dire. Génial et toi, Stéphane, quand est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi la prochaine, échéance? Alors, bah, la prochaine séance, là, ça va être partir en Égypte. À la base, j'avais prévu un record en lac, mais quelques incidences, on va dire sociales et techniques ont fait que c'est reporté. Mais en tout cas, je vais faire une belle fin de progression cette saison en Égypte. Ça, c'est la nouvelle et puis, voilà, après, vous pouvez me suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Donc vous avez pas le choix, abonnez-vous tous. C'est sur quoi? Insta, LinkedIn? Instagram, ouais. OK, génial. Instagram, LinkedIn, évidemment, les 2. Et tu pareil pour Eric. Génial. Bah, vraiment merci beaucoup à tous les 2. C'était un super moment, super échange. J'adore que ça soit à la fois, très, spirituel, et en même temps aussi concret. On voit le lien entre les 2. C'est-à-dire que cet état de présence, de pleine conscience, ça change comment je travaille avec les gens, ça change ma performance, ça change mes résultats, ça change ce que j'ai dans mon assiette et ça, c'est quand même, exceptionnel. Il y a pas plus concret que ça, quoi. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Adrien. Merci à toi. Merci beaucoup, bon service et à très bientôt. Bye Très bye. vite, merci, bye. Ciao.